J'ai osé euh, vraiment rechercher les méthodes qui fonctionnent. Donc, je voulais justement baser mon approche pédagogique sur tout ce qui était fondé sur les méta-analyses, la Mmh mh. recherche, les données probantes. Éviter de fragmenter Mmh. et de faire en sorte que les connaissances deviennent plus intégrées, développer euh, Helhetsbild, qui veut dire l'image élargie. Mmh. C'est pour ça que la pensée critique est devenue aussi importante aujourd'hui que la littératie, la numératie. On ne doit pas seulement aller à l'école pour apprendre à lire, écrire et compter. On doit aller à l'école pour apprendre à savoir discerner la vérité. Bienvenue à notre balado Osons la suite qui porte sur l'innovation et la créativité en compagnie d'Isabelle Sénécal et Hugo Cavenaghi. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue au balado Osons la suite. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je suis en compagnie de ma collègue Julie Dubois, qui est directrice au Collège Sainte-Anne secondaire à la Chine. Et aujourd'hui, c'est un balado bien particulier. On a un invité qui nous vient de la Suède, originaire du Québec. Nous recevons Monsieur Philippe Longchamp. Bienvenue Philippe. Merci beaucoup. Bienvenue Julie. Bonjour Isabelle, bonjour Philippe. Bonjour. Philippe, je vais te demander de te présenter, nous parler de toi, de ce que tu fais. Ce que je fais, je suis enseignant en Suède depuis bientôt 18 ans. J'habite en Suède depuis 20 ans. Je suis originaire de Sherbrooke. J'enseigne la géographie et la technologie, mais je suis avant tout un historien. Euh, bon, récemment, j'ai remporté le prix de meilleur enseignant en Suède en 2020. Mhm, Ensuite, l'année suivante, j'étais parmi les finalistes du Global Teacher Prize. Et l'année dernière, en 2022, j'ai été nommé professeur d'histoire de l'année en Suède, ce qui est assez exceptionnel parce que dans les deux cas, c'était la première fois qu'un immigrant remportait ce prix-là. Et vous mhm, comprenez sûrement qu'après 20 ans en Suède, je parle encore suédois avec un accent, mhm, mais je travaille dans une école où il y a une pédagogie alternative inspirée de Montessori, où on utilise plusieurs langues, l'école bilingue Montessori de Lund. Et j'adore mon travail. C'est le plus beau travail au monde d'être enseignant. J'ai des élèves inspirants. J'enseigne des adolescents de 7e à 9e année. C'est l'équivalent du secondaire, peut-être en Suède. Et oui, j'adore la Suède, mais je suis très nostalgique du Québec et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. et ça nous fait plaisir. On est très heureux de te recevoir. On est surtout heureux de recevoir un enseignant qui est aussi passionné. Puis, tu as souvent fait les médias, notamment la radio. Tu parles du système d'éducation suédois, tu parles de l'évaluation, bref, différents sujets. Avant qu'on parle du système d'éducation, moi, j'aimerais que tu nous dises pourquoi tu t'es mérité ces prix. Qu'est-ce qui fait de toi un enseignant qui est reconnu, un enseignant qui est bien certainement différent puisque tu remportes des prix? Qu'est-ce qui explique tout ça? Qu'est-ce que tu fais de particulier? Je pense que j'ai osé. Mhm. J'ai osé euh, vraiment rechercher les méthodes qui fonctionnent. Donc, je voulais justement baser mon approche pédagogique sur tout ce qui était fondé sur les méta-analyses, la Mhm. recherche, les données probantes. Donc, j'ai rien inventé en réalité. Euh, j'ai suivi justement les conseils de John Hattie, par exemple, de Oui. réfléchir sur ma propre pratique. En réfléchissant, j'ai cherché les bonnes réponses et en appliquant ça, j'ai réalisé que ça fonctionnait. L'inclusion, la multimodalité, Oui. Oui. le travail d'équipe, pas seulement chez les élèves, mais au sein de notre équipe de travail. Essayer d'éviter justement les dédoublements, essayer d'intégrer les matières, différents matériaux aussi. Puis, je dois avouer que, bon, il y a un petit avantage aussi, être un immigrant en Suède Mhm. parfois, mais c'est surtout le fait que mes élèves ont eu beaucoup de succès qui a fait en sorte qu'on a eu beaucoup d'attention. Tout d'abord, notre école, mon équipe de travail, parce que c'est les résultats des tests nationaux, les notes de nos élèves qui ont commencé vraiment à donner une bonne réputation à notre école.
Et soudainement, bon, mes élèves ont commencé à remporter des concours année après année, des concours importants au niveau local, régional, national et soudainement international. On est même allé jusqu'en Corée du Sud. Et mes élèves ont eu la chance d'aller en Allemagne, en Angleterre. Euh, et ça, ben, c'est des projets que j'ai commencés. Je voulais que mes élèves se développent, qu'ils aient une Mhm. expérience durable, d'apprentissage durable, augmenter leur confiance en eux, leur capacité de travailler, de collaborer dans des projets créatifs, mais aussi qui s'attaquent à des problèmes réels. Mhm. Euh, et le fait qu'ils remportaient tous ces concours-là, moi, ça m'a fait beaucoup de publicité. Et soudainement, il y a des parents, et des élèves et des collègues qui m'ont nominé. Et puis, c'est la Chambre de commerce en Suède qui a attribué le prix d'enseignant de l'année. Est-ce que tu dirais que en Suède, parce que, bon, on s'est parlé plus tôt dans la journée, et là, ce dont tu nous parles, ben, bon, il y a des mots-clés, l'interdisciplinarité, le développement de la collaboration, de la pensée critique. Tu parles vraiment d'approches concrètes, de contexte. Hein? Oui. C'est des mots qui sont connus chez nous aussi. C'est des choses que l'on essaie de faire. On essaie de transformer l'éducation. Est-ce que tu dirais qu'en Suède, c'est quelque chose qui est répandu? C'est quelque chose qui est dans le curriculum suédois. Mais le curriculum LGR Godefroy, qui est sorti Mhm, en 2022, il n'y a rien de très nouveau. C'est une version simplifiée de la méthode on mhm. a dû appliquer depuis 2011. Mais je ne pourrais pas généraliser encore parce que je crois que certaines personnes qui ont. Il y a de l'interprétation. Comme tous les documents, les gens vont interpréter des choses. Et moi, ce qui m'a appelé avec le nouveau curriculum, c'est de réaliser que ce qu'on a fait pendant les 10, 12 dernières années, c'est exactement ça que le curriculum suédois veut qu'on fasse. Oui. La première phrase, c'est vraiment d'essayer de développer euh, helhetsbild, qui veut dire l'image élargie. Mhm, L'image élargie, le bigger picture. oui. Éviter de fragmenter Mhm, et de faire en sorte que les connaissances deviennent plus intégrées oui. pour la durabilité des connaissances. Encore là, les détails, c'est que, par exemple, dans l'évaluation de nos élèves, qu'on commence juste à partir de la 6e année, Oui. c'est sûr qu'on fait une évaluation qualitative pour développer les compétences des élèves. On fait des rencontres parents-élèves aussi. Euh, donc, il y a un suivi. Il y a des tests Mhm. nationaux en 3e et 6e année, mais les vraies notes en lettres, ils commencent en 6e année. Et dans le curriculum suédois, on met l'accent justement sur le progrès. D'accord. Donc, la note, ce n'est pas une finalité, c'est Exact. justement une pédagogie qui est axée sur le développement. Donc, c'est du formatif qu'on fait. Oui. Ça m'appelle. Je pense que toutes les écoles du monde auraient intérêt à se fonder là-dessus. On mesure le vrai succès en progrès. Les programmes suédois, ben, la réforme québécoise est inspirée de la Suède, hein, des programmes suédois. Mm. Nos programmes aussi sont articulés autour du développement de compétences disciplinaires. Ouais, Toutefois, depuis quelques années, on va parler des compétences globales, ouais. ce qu'on appelle les soft skills, créativité, communication, collaboration et résolution de problèmes, pensée critique, etc. Je sais que la pensée critique est très présente dans Ouais. les programmes suédois. Nous, au Québec, les compétences globales sont pas extrêmement présentes dans les programmes, elles sont implicites. Nous, à Sainte-Anne, ça nous interpelle le Mhm. développement des compétences globales. Je sais que dans le programme suédois, elles sont présentes. Oui. Ils sont même Qu'est-ce que... présentes dans l'évaluation aussi. Ben, Mhm. parle-nous-en. Oui. Parle-nous de comment ça se vit. C'est que, par exemple, que ce soit en suédois, qui est une matière obligatoire, ou en biologie, ou en géographie, peu importe, chimie, on doit toujours faire la promotion justement de la pensée critique ou l'esprit critique, si vous préférez. Euh, Justement, développer cette curiosité-là, d'où vient cette information-là. Il faut éviter avec les adolescents, par exemple, de les rendre cyniques. On ne veut Mhm, pas qu'ils rejettent tout. On veut qu'ils basent justement leur nyfikenhet, curiosité, mhm, pardon. Je cherchais mes mots en français encore. Euh, la curiosité, mais en utilisant une approche scientifique. Parce que la méthode scientifique, c'est la méthode pour
découvrir la réalité qui est la plus efficace. Et puis, c'est pas monolithique, ça peut évoluer. Et plus on développe la pensée critique, on apprend à poser les bonnes questions, à avoir les bonnes hypothèses. On veut que les enfants comprennent que c'est probablement la méthode la plus fiable pour découvrir des choses. Donc, c'est pas juste euh, de l'émotionnel. Il y a beaucoup de place pour l'empathie dans les soft Mhm. skills. Oui, Ça, c'est absolument. très important. Mais d'apprendre la pensée critique, ça développe aussi ces soft skills-là. Quand on parle, par exemple, des attaques personnelles, les ad hominem, Mhm. euh, si je peux donner un exemple, on le voit souvent, je vais prendre un exemple suédois, la pauvre Greta Thunberg qui se fait attaquer en ligne par des hommes de mon âge, mais elle se fait pas, il ne l'attaque pas au sujet de ce dont elle parle. De ses convictions. De ses Absolument. convictions, Exact. ou elle parle de son apparence, du Absolument. fait que c'est une jeune fille, que c'est une adolescente, qu'elle est autiste. C'est des attaques personnelles inutiles. Et quand les élèves sont éduqués à la pensée critique comme ça, à reconnaître les erreurs de logique et les biais cognitifs comme ça, Mhm. ça crée aussi un climat à l'école qui est beaucoup plus ouvert. Les élèves apprennent justement à auto-réguler ce genre de- Mhm. d'intimidation ou d'harcèlement en disant Ah, c'est un ad hominem. Euh, c'est important de faire ça. Ça crée une atmosphère plus sécure pour les élèves. Mhm. Les élèves ont plus de chances de s'exprimer, de prendre des risques et d'oser, justement. Ça, on a besoin de ça. On veut faire en sorte que la pensée critique aussi nous donne la chance de développer des penseurs créatifs. Mhm. Et l'aspect créatif, on ne peut pas l'avoir si on n'ose pas faire des erreurs. Ouais, puis si on se met des barrières ou si on a des préjugés, c'est le Exactement. développement des savoir-être. Exactement, oui. Et le rôle de la pédagogie active dans tout ça? Le rôle de pédagogie active, c'est de rejoindre tout le monde. La Mhm. multimodalité, c'est aussi de savoir changer les constellations, les Mhm. groupes, les milieux, l'environnement, parce qu'on a le devoir de rejoindre chaque élève, et chaque élève est différent. Ce sont des individus, ils ont tous des besoins, des intérêts différents. Et en brisant cette forme de... C'est une forme de routine quand même, mais en brisant et en créant des atmosphères euh, différentes, des sortes de façons différentes de les stimuler, je pense qu'on rejoint tout le monde. Et ça fonctionne sûrement parce qu'on a Mhm. beaucoup moins de décrochage en Suède qu'au Exactement. Québec. Oui. Ben, c'était justement, j'allais rebondir là-dessus parce qu'en effet, le décrochage est moins élevé, le taux de diplomation plus Oui. élevé. Toi, dans ta pratique, comment tu rejoins les élèves qui ont des défis ou des difficultés? Il y a plusieurs façons de le faire et je pense que le plus important, c'est la pédagogie relationnelle. Mhm. Et je pense que souvent, ça se passe à l'extérieur de la classe. Moi, je prends toujours le temps d'aller prendre le lunch avec mes élèves dans la cafétéria. En Suède, la bouffe est payée par l'État. OK. Donc, c'est Ça, comme c'est un chose restaurant. courante, hein, Philippe. Tu me disais justement plus tôt dans la journée que Oui. c'est quelque chose que les profs font instinctivement. Là. C'est pas un cas isolé nécessairement. Pas Non, tous. pas tous. OK. On peut pas. Bon, le syndicat va, par exemple, nous recommander de prendre une pause Mhm. Oui. pour s'isoler 30 minutes par jour au moins, mais ils ne peuvent pas nous forcer de le faire non plus. Mhm. Donc, c'est un choix. On ne peut pas forcer personne à le faire, mais moi, dans mon équipe, je dirais notre équipe, parce que ce n'est pas mon équipe à moi, même si je suis chef d'équipe, je ne suis qu'un membre de l'équipe. J'essaie de lead by example, comme on Oui. dirait, Oui. mener Oui, par de mener l'exemple. par l'exemple. Et souvent, mes collègues me disent Ah, mais comment tu as établi une connexion avec cet élève-là? Comment ça se fait que cet élève-là t'écoute ou a plus de respect pour toi que pour moi? Je dis ben, je prends le temps de les écouter. Moi, je mange, je les écoute. Je sais qu'ils ont ces hobbies-là, ces intérêts-là, ces talents-là, les choses qu'on ne peut pas apprendre dans la classe quand on a 40 élèves ou 20 élèves dans une classe. De savoir que Charlie aime le football Mhm. ou que Brigitte aime l'équitation, ça aide un professeur justement à pouvoir mieux adapter, rejoindre ces élèves-là au niveau individuel. Et quand on a un curriculum très large à couvrir, ça devient souvent une arme pour nous. Absolument. De pouvoir convaincre et stimuler les élèves, comme ça ils peuvent contribuer aussi avec leurs intérêts. Si par exemple Charlie
a des difficultés en géographie, donc je peux adapter quelque chose pour le stimuler à apprendre la carte du monde en lui demandant, bon, tu aimes le football, est-ce que tu peux me faire une carte du monde avec tous les participants de la Coupe du monde depuis 1930? Donc, oui, là, il y a un challenge qui va, ah oui, là, je parle de football, mais de cette façon-là, on lui a joué un petit tour, on lui apprend la géographie, la carte du monde, comme ça, ses connaissances de base vont lui servir dans les autres matières, en histoire, et ensuite, ça lui pratique sa mémoire. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Donc, il faut apprendre à connaître nos élèves. Tu sais, Philippe, ici, à Sainte-Anne, ben, si tu veux, on a une expression bien à nous, un vocabulaire bien à nous qui s'appelle l'effet prof. Puis Ouais. l'effet prof, c'est d'établir la relation, mais c'est aussi de mesurer l'impact de ses pratiques, c'est aussi de choisir les bonnes stratégies, des choses dont tu parles depuis le début de l'entrevue. On parlait des élèves à besoins particuliers ou des Ouais. élèves qui ont des défis. Mais nous, dans nos classes, on retrouve beaucoup d'élèves qui, au contraire, réussissent très bien, performent et qui s'ennuient à l'école. On en parle trop peu de ces Ouais. élèves-là, Ouais. effectivement. Ouais. Puis, Est-ce qu'il y en a chez toi? Puis comment est-ce que vous les amenez à avoir des défis puis à les garder amener motivés. oui, à se dépasser aussi? Exact. c'est vrai qu'ils ont autant besoin de stimulation et d'adaptation parce que c'est probablement nos futurs lauréats de prix Nobel. Souvent, Effectivement. Ouais. on a besoin de les stimuler. Et moi, je pense que de leur donner la chance d'enseigner aux autres, ça les aide aussi à développer parce que la meilleure façon d'apprendre, souvent, c'est de l'enseigner à quelqu'un. Mhm. Tu sais, être enseignant, c'est réapprendre quelque chose Oui, d'un absolument. autre angle. Et moi, j'adore faire du flip classroom, la classe renversée. Et je sais reconnaître le talent dans les Mhm. classes ou les intérêts, comme je disais tout à l'heure. Et je sais que ces élèves-là peuvent contribuer. Et souvent, ils vont savoir des choses que je ne sais pas. Mais j'imagine, dans une ville universitaire comme Lund, j'ai un avantage aussi. Je sais que parfois, dans la clientèle, il y a des enfants à la table de dîner, ils vont parler d'astrophysique et des choses très avancées parce qu'ils ont des parents qui sont universitaires ou des médecins ou des gens qui travaillent à l'accélérateur de particules qu'on a, le ESS. Donc, je sais qu'il y a un bagage intellectuel Mhm. qui est accessible, mais moi, je ne suis pas là pour être l'omniscient et omnipotent qui sait tout. J'essaie d'avoir une approche humble et j'encourage les élèves qui ont besoin d'un challenge à faire de la vérification de faits live. Parce que moi, j'en dis des choses dans une classe. Je vais en dire des dates en histoire, je vais parler d'endroits différents, je vais parler d'événements. Et les élèves qui ont besoin, ils deviennent un peu une police. Et moi, je les encourage à faire de la vérification de faits. Parfois, je vais même faire par exprès pour faire des erreurs, pour voir s'ils sont perspicaces et s'ils portent attention. Et contribuer au développement de La la pensée critique et Absolument. aussi des connaissances des autres. Je Absolument. pourrais donner plein d'exemples, mais ça les stimule vraiment à avoir une écoute active. Et ensuite, dans les travaux d'équipe, parfois, c'est souvent les élèves qui ont des capacités intellectuelles incroyablement élevées, qui ont de la difficulté à travailler en équipe. Oui. Et là, ça, le travail, parfois, se fait au niveau social. Donc, c'est des besoins particuliers aussi. Mhm. Et des classes enrichies, nous, on n'est pas encouragé à le faire. On n'est pas encouragé non plus à faire des classes spécialisées. On veut avoir une diversité D'apprenants. Ah oui, une neurodiversité absolument. en classe. Absolument. Et on a besoin de ces élèves-là qui sont des petits génies. Et on a besoin des élèves aussi qui sont différents, qui ont d'autres troubles d'apprentissage, par exemple. Je suis curieuse, est-ce que vous observez, parce qu'ici au Québec, on observe vraiment un taux de décrochage beaucoup plus élevé chez les garçons, une baisse de motivation beaucoup plus grande chez les garçons, et ça, disons que au fil des dernières années, c'est un phénomène qui est croissant. Est-ce que vous observez le même phénomène en Suède, ou plus particulièrement toi dans tes classes, dans ton école? Dans mes classes, non. En Suède, il y en a très peu, mais c'est vrai que c'est quand même une tendance où les garçons ont tendance à terminer l'école plus tôt que les filles. Je pense qu'au niveau universitaire, les femmes ont plus de succès que les hommes. Mhm. Moi, quand je regarde les statistiques des résultats de notre école, on est une des écoles où il y a moins de disparité dans les Mhm. genres, pardon, le Ouais. gender disparity. Exactement. Je cherche le mot en français. On dit genre. Et j'ai certains cas où les années, c'est des garçons qui sont plus performants que les filles. Donc, ça va un peu à l'encontre des statistiques Absolument. normales
parce que je pense que plus qu'on inclut des choses du travail manuel, du concret, moins du théorique, surtout chez les adolescents. On parlait justement ce matin qu'en septième année, par exemple, quand les élèves ont 12, 13 ans, les filles sont beaucoup plus matures. Absolument. Pas seulement euh, intellectuellement, mais physiquement aussi. Absolument. Et les garçons ont tendance à être un peu plus immatures et ils ont besoin justement d'être encore des enfants. Oui, Je oui. veux pas, Certainement. mais ils ont besoin de jouer. Ils ont besoin de l'activité. On doit comprendre que la ludopédagogie ou le playful learning Oui. est très important pour ces garçons-là. Oui. Parce que c'est le moment justement c'est le moment clé qui fait en sorte qu'on les décourage ou qu'on les fait sentir acceptés parce qu'ils sont encore un peu dans leur phase de développement de leur maturité. Et 2 ans plus tard, on voit vraiment qu'il y a une balance si on réussit à les intégrer, à dire que c'est normal de jouer. Qu'on devrait être des apprenants pour la vie, qu'on devrait toujours jouer. Moi, j'avoue que j'attendais d'avoir mes propres enfants pour pouvoir recommencer à jouer au Lego. J'avais Absolument. l'excuse. J'avais hâte d'avoir des enfants pour pouvoir me mettre par terre et fabriquer des choses avec eux. Donc, je pense qu'on a toute cette tendance-là, surtout les gars, Oui. à Moi, vouloir absolument. être des grands enfants. Moi, j'ai une autre question. Nous, malheureusement, on a une tendance sociologique où on met beaucoup les élèves étudiants au travail présentement, Mhm. dû à une pénurie de main-d'œuvre. Puis on a des grands enjeux. On va avoir probablement, je l'espère, un projet de loi en ce sens très bientôt. Mais vous, est-ce que les enfants ont du travail en dehors de l'école, vont travailler dans des magasins, ont des emplois étudiants à travers leur processus éducatif? Très, très rarement. Bon, tout d'abord, l'éducation est complètement gratuite en Suède. Même les écoles privées sont gratuites, financées par l'État. C'est illégal de payer pour une éducation de base en Suède. On peut payer pour des cours de piano, ces choses-là, ou des cours supplémentaires plus tard. Mais le travail, nous, on le force, en fait, 2 semaines par année quand les élèves sont en 8e année. Donc, on fait une semaine de prao. Donc, c'est un stage. Puis même, on encourage certains élèves, s'ils ont les moyens ou si les parents les contactent, d'aller faire un stage à l'étranger. Parfois, ça se fait. Donc, une expérience de travail. Certains élèves, on les encourage même à avoir une expérience de travail qui va être un peu décourageante. OK. Imagine, va chercher un travail, on les aide avec un orienteur, trouver un travail qui va donner une leçon de Ouais. vie. Qui va te donner le goût de continuer tes continuer à études. étudier. Exactement. Oui. Si tu vas faire quelque chose qui est un travail répétitif ou qui ne t'intéresse pas, ou même parfois, on va envoyer des garçons s'occuper, par exemple, d'enfants dans une crèche, et puis non, je ne suis pas fait pour ça. Donc, ça les a. Ou travailler dans un dépanneur, par exemple, ou à une station-service. Il n'y a rien de mal à travailler là-dedans, mais ces élèves-là, ces individus-là ont eu soudainement, après leur semaine de stage en milieu de travail, un regain d'énergie pour se dire là, oui. je dois performer parce que je veux faire quelque chose qui va m'ouvrir des portes. Ça sert à ouvrir les yeux des jeunes parfois. C'est très intéressant. c'est C'est la première fois formidable. que j'entends parler de ça. Quand on fait les choses différemment, comme tu le fais à ton école, comme ton équipe le fait à ton école, travailler en interdisciplinarité. J'ai vu le curriculum que vous avez monté, c'est impressionnant. Intégrer beaucoup les projets, les apprentissages pratiques. Tu es convaincu, vous êtes convaincu, on est convaincu. Par contre, on vit, on vit dans un système où les choses se font pas toujours de cette façon-là. Qu'est-ce que tu répondrais à ceux et celles qui ont des réserves à l'idée de réinventer l'école? Oui. Parce qu'ils craignent qu'on utilise les élèves comme cobayes. C'est pas vraiment de l'expérimental que je suggère, parce que il y a tellement de recherches, de données probantes, de choses qui ont été faites depuis la nuit des temps, qui nous donnent des preuves tangibles de savoir ce qu'on devrait faire. Et quand on réfléchit justement sur nos pratiques, je pense que les choses qu'on fait maintenant dans l'école moderne, les choses que j'ai vues aujourd'hui au Collège Sainte-Anne, dans les deux succursales que j'ai visitées, moi, ça me parle parce que dans le livre que j'ai écrit avec Charlotte Graham, Transformative Education, on s'est penché justement pour avoir des preuves, des données probantes justement pour les méthodes qu'on applique en éducation, les choses qu'on veut faire. On veut faire la promotion de ces idées-là. Moi, je les vois ici. Je vois que les choses qui vous encouragez
Ce n'est Mhm. pas de l'expérimental, c'est des choses qui sont Ouais. fondées sur des méthodes qui Mhm. fonctionnent. Absolument. Des méthodes qui fonctionnent à l'étranger dans certains pays. Et c'est pas juste ouais, business as usual. Non. On pense aux choses de façon plus globale, comme vous le Mhm. disiez tantôt. On parle des compétences transversales. On parle de la diversité, de la multimodalité. J'ai vu tout ça ici, dans les locaux, dans Mhm. l'esprit des employés aussi, leur volonté de collaborer. On sait que collaborer, c'est très important. Absolument. Mais ce qui m'impressionne beaucoup aussi, c'est de voir que les leaders de l'école font la promotion de ça au lieu de Oui, chercher à ça t'a décourager. Ouais. frappé, Ça hein? m'a Tu Ouais. frappé beaucoup Oui. de voir que ça n'a pas besoin d'être bottom-up, que Mhm. vous avez encouragé ça au sein de votre équipe. Moi, je Mm. trouve ça très inspirant. En fait, nous, c'est le gouvernement maintenant qui encourage ça dans le curriculum, mais on se bat quand même Mhm. parfois contre les habitudes qu'on a. C'est difficile de changer nos habitudes après Mhm. 15-20 ans d'enseignement et de voir des enseignants qui veulent réinventer ça, mais c'est pas Mhm. de l'expérimental. C'est pas comme, Non. je pense que vous avez utilisé le mot cobaye. Cobaye, oui. C'est un bon mot, mais je pense pas que c'est des cobayes. Je pense que ça nous demande d'éduquer les parents aussi. Qu'est-ce que ça représente? La pédagogie, la science de la pédagogie, c'est très intéressant. Absolument. Et Et comme toutes les sciences, ça s'améliore. ouais. C'est quelque chose qu'on doit tenter de développer. Et moi, je pense que osons la suite, Mhm. c'est vraiment de se servir de la période post-pandémique comme un tremplin vers un renouveau pédagogique global. Mais tu m'amènes à ma prochaine question. Toi, t'es un passionné de technologie. Oui. Tu l'utilises aussi dans ton enseignement. C'est une de tes matières d'enseignement. Bon, récemment, on est témoin de l'émergence du chat GPT qui évolue extrêmement rapidement. Nous, ça nous bouscule dans le milieu de Mhm. l'éducation. En fait, ça nous fait réfléchir à ce qu'on devrait enseigner, comment l'enseigner, etc. Selon toi, là, ça va être quoi l'impact? Puis c'est quoi les défis des 10 prochaines années en éducation? À quoi est-ce qu'on devrait s'attaquer pour offrir une éducation qui est vraiment au goût du jour pour nos élèves qui, dans quelques années, seront sur le marché du travail? C'est une très bonne question. Je pense que le défi va se redéfinir à tous les 2-3 mois Mhm. parce que la croissance exponentielle de cette technologie-là va nous apporter à chaque 2-3 mois une question. Que je parle ici de Mhm. renouveau. Euh, il y a tellement de possibilités. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu. euh, Moi, je suis réaliste, mais il y a des gens qui sont un peu pessimistes de voir que justement ChatGPT va révolutionner vont parler souvent de plagiat. C'est vrai, mais déjà, les élèves utilisent Google et parfois on trouve du plagiat qui vont juste copier de l'information sans vraiment faire la recherche, la critique des sources, etc. Donc, on doit responsabiliser les élèves comme ça. La production d'images, l'utilisation de ChatGPT va avoir un impact très important, mais moi, je ne pense pas que c'est juste du négatif. Si on met le focus sur euh, le développement des compétences de pensée critique, d'esprit critique, pardon, euh, on va avoir besoin d'enseignants. On va pas se faire remplacer par l'intelligence artificielle, surtout si on met l'emphase justement sur la pédagogie relationnelle. On parle d'aller à l'école, c'est pas juste de produire des dissertations, répondre à des questions sur des tests, c'est apprendre à collaborer, apprendre à développer nos compétences sociales. C'est un microcosme de la société. Et nous, les enseignants, on est là aussi comme pour créer les bons environnements pour que les élèves développent ces compétences qui sont essentielles pour la société de demain. Donc, c'est pas juste d'écrire des textes. Euh, Moi, je vois beaucoup de possibilités et beaucoup d'avantages pour les pédagogues et les enseignants. On voit qu'il y a des outils maintenant qui peuvent aider à identifier des besoins chez les élèves, à trouver des solutions pour stimuler ces élèves-là aussi. Mais avant tout, ça peut aider les professeurs aussi dans la planification de Absolument. cours. Ça peut nous inspirer, même nous aider à formuler des questions pour un quiz, chercher de l'information.
faire de l'hybridation Mhm. d'idées, de technologies, Absolument. utiliser la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte avec l'intelligence artificielle, la création d'images et bien sûr le texte. Moi, je vais terminer avec une analogie peut-être un peu maladroite ici, mais à l'époque où on a inventé les premières caméras, tout le monde disait qu'il n'y aura plus de place Mhm. pour les peintres. Oui. Pourtant, ça a mené à l'émergence de l'expressionnisme, de l'impressionnisme, du surréalisme, du cubisme. Est-ce que l'avènement de l'intelligence artificielle va avoir le même impact sur la pensée humaine? Est-ce qu'on a peut-être justement ouvert la porte à une nouvelle renaissance, à quelque chose qui va justement nous faire penser en dehors, outside the box, Oui, en excusez dehors de la boîte. l'anglicisme, en dehors de la boîte? On a justement maintenant un assistant. Moi, je ne pense pas que l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence. Les algorithmes, et on sait comment ça marche, euh, on va peut-être mieux les comprendre. Et ça mène à un débat constructif. Mais qu'est-ce que ça représente, le plagiat, les idées originales, la critique des sources? Parce qu'il y a des sources quand même à ça, Mhm. là, de ces banques de Absolument. données-là. Et j'imagine déjà, je vois la différence entre ChatGPT 3 et la version 4. Mhm. Et la version 5 va sûrement sortir dans quelques mois aussi. Absolument. Donc, la question va être redéfinie. Et bon, la clé du succès, c'est l'adaptation. C'est Mhm. la base de la biologie, en fait, aussi. On pense à Absolument. Charles Darwin, il faut s'adapter. Et c'est ceux qui s'adaptent le mieux qui auront du succès. Et qui Absolument. accueille positivement cette technologie-là. Je pense que c'est la première posture. Oui, Philippe, tu as passé la journée avec nous aujourd'hui à la Chine, à Dorval. Je sais que tu as beaucoup voyagé. oui. En termes de bonnes pratiques, j'ai envie que tu nous expliques un peu ce que tu as vu aujourd'hui chez nous. Peut-être à quoi ça ressemble, ce que tu as vu versus ce que tu as vu un peu partout dans le monde. Mhm. Est-ce que on ressemble à certaines pratiques plus que d'autres? Puis je fais du pouce avec la fameuse question d'être cobaye. Vous savez que nous, à Sainte-Anne, on n'a rien inventé. On s'inspire des bonnes pratiques. Donc, Exact. ce que Absolument. tu as vu, j'aimerais ça que tu nous parles un peu des comparaisons à laquelle tu pourrais faire à travers ta pratique, tes observations. Mais tout d'abord, là, les deux institutions que j'ai visitées aujourd'hui, j'ai presque vécu un rêve. Les locaux, l'espace, la lumière, donc tout le milieu et justement la variété de milieux offerts, la beauté des bibliothèques. Donc, déjà, l'environnement, ça me parle beaucoup, hein. Je ne peux même pas comparer avec mon école à moi parce que c'est le tiers-monde si on compare à ça ici, malgré que la Suède est un pays très développé. Mais j'ai vu, OK, dans la construction, j'ai vu des choses que j'ai observées en Suisse, que j'ai vues dans les Pays-Bas, en Finlande. Je ne suis pas encore allé, mais j'ai vu des photos. J'y vais le mois prochain pour la première fois. Euh, et dans les idées, j'ai vu qu'il y a l'approche entrepreneuriale aussi, un peu comme ils font en Corée du Sud. Mhm. J'ai vu aussi l'aspect multimodal. Donc, c'est un hybride de meilleures pratiques. Donc, il y a peut-être des choses, par exemple, à Singapour qui se font, qui sont très bons pour les gens qui sont forts en maths, qui fonctionnent. Mais j'aimerais pas, par exemple, que le Collège Sainte-Anne ou que les écoles en Suède s'inspirent 100% du modèle de Singapour. Peut-être juste prendre ce qui fonctionne le mieux. Même Mhm. chose avec le modèle à Hong Kong, même chose en Corée ou au Japon ou en Finlande. Je pense qu'on doit adapter à nos cultures, à nos besoins, et surtout dans des milieux multiculturels. Euh, on a besoin d'avoir une approche flexible où on va chercher le meilleur d'un peu tout. Et je pense que c'est peut-être ça qui a fait ma force au courant des 10, 12 dernières années. C'est que j'ai fait un peu de cherry picking Mhm. Mhm. des meilleures pratiques parce que les observations et les données probantes qui sont derrière nos Mhm. expérimentations pédagogiques, euh, elles peuvent se traduire de différentes façons. On peut utiliser des matériaux différents pour mener au même résultat. Mais quand on l'observe, par exemple,
dans un pays ou dans un autre, on peut utiliser des matériaux différents. Par exemple, au Danemark, ils ont tendance à utiliser, par exemple, plus souvent les Lego. Oui. Ou en Corée, ils vont utiliser le matériel 4D frame. Mais si on voudrait reproduire le même esprit, même dans des pays sous-développés, on peut quand même le faire avec des matériaux recyclés. On peut le faire avec des choses qui sont disponibles, même dans un dépotoir parfois. Et puis, ça sensibilise les élèves aussi au développement durable, au recyclage. Euh, donc, il y a tellement de choses que j'ai vues ici, de l'art, Mhm. de l'interdisciplinarité, mais aussi des profs super inspirants, super inspirés, prêts à collaborer, prêts à se redéfinir. Et je pense que c'est ça qu'on a besoin, surtout après la pandémie. Moi, je ne l'ai pas vécu, le confinement en Suède. On n'a pas eu la même approche. Je ne vais pas embarquer dans le débat ici parce que, bon, mais peu importe où on a été dans le monde, peu importe l'approche qu'on a eue par rapport justement à comment on a géré la pandémie, je pense qu'aujourd'hui, c'est le temps d'oser la suite. Absolument. Est-ce que c'est ça que tu auras envie de dire? Parce qu'on va conclure, puis on va te laisser le mot de la fin. OK? Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux enseignants du monde entier? Soyez inspirés, soyez inspirants. N'ayez pas peur de faire des erreurs. N'ayez pas peur de donner du pouvoir à vos élèves d'être des vérificateurs de faits. Enseignez qu'il n'y a rien de mal à changer d'idée quand on est présenté avec des nouvelles données qui sont fondées sur des données observables. Ça, c'est dans tout. Euh, Peut-être aussi donner beaucoup plus de poids aux faits qu'aux opinions. Surtout si on passe beaucoup d'heures sur TikTok ou Instagram. Là, on en a des influencers qui ont beaucoup d'opinions, très peu de connaissances scientifiques parfois. Et ça m'inquiète beaucoup de savoir que seulement 9% des jeunes de 15 ans dans les pays de l'OCDE qui savent faire la différence entre des faits et des opinions. Donc, c'est pour ça que la pensée critique est devenue aussi importante aujourd'hui que la littératie, la numératie. On ne doit pas seulement aller à l'école pour apprendre à lire, écrire et compter. On doit aller à l'école pour apprendre à savoir discerner la vérité et contribuer au développement de l'humanité dans une vision globale, dans le respect des droits de l'homme. L'empathie est importante. Là, je vais dans toutes les directions, mais en fait, c'est ça. C'est le transdisciplinaire se transforme en holistique quand vraiment on apporte cette fierté-là, cette émotion-là dans l'éducation. On veut faire en sorte que, je cherche une traduction dans ma tête, mais l'école, ça doit être quelque chose qui, pour les élèves, ça doit représenter quelque chose ils ont hâte d'y retourner. Oui. Ils ont besoin d'y retourner. Un milieu de En vie. suédois, on dit att längta till. Ils ont envie. Même parfois, quand les longues vacances d'été, ils ont hâte à la session prochaine parce qu'ils ont une soif d'apprendre, ils ont une soif de communiquer, de se développer. Moi, je veux être un apprenant pour la vie. C'est pour ça que je veux travailler à une école parce que je trouve que c'est l'endroit la plus stimulante. C'est pour ça que je veux travailler avec des jeunes. C'est pour ça que je veux, comme une éponge, apprendre d'eux. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris de mes élèves que je n'ai pas appris à l'université ou dans des livres, même leurs intérêts. Quand je parlais de pédagogie relationnelle, souvent, on va apprendre des choses comme leur intérêt sur le dubstep. Donc, tu fais des recherches ensuite. C'est quoi cette musique-là? De parler de plein de choses différentes, de leur intérêt pour un certain sport, pour un certain artiste. Donc, ça nous force à faire des recherches pour comprendre les jeunes avec qui on travaille et ça nous cultive. Ça développe notre culture générale. Et la culture générale, c'est une arme de persuasion massive. Plus on connaît de choses, plus on a de points de référence, on peut inspirer les jeunes justement à explorer et à devenir des généralistes parce qu'une culture générale, c'est important et c'est important de la développer quand ils sont jeunes avant de les forcer à se spécialiser. Donc, c'est la recette pour une nouvelle renaissance. Des polymathes comme Léonard de Vinci, ils sont experts dans plein de choses, mais avant d'être experts dans plein de choses, ils ont été des généralistes. Et je pense que les écoles comme le Collège Sainte-Anne donnent l'opportunité aux jeunes de développer ces hommes et ces femmes de la néo-renaissance. Philippe Longchamp, Oui, merci pour ta passion. merci. C'est à vous. Merci d'oser.
Mhm. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Julie, Bienvenue, Philippe, dans la merci. famille Sainte-Anne, parce qu'on va garder contact. Et on est très, très, très heureuse, Isabelle et moi, de t'avoir accueilli aujourd'hui. Merci. Ça fait Merci. un plaisir et vous êtes bienvenue en Suède aussi.